Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. On va parler de la Grèce au bord du gouffre, de l'État islamique aux portes d'Israël et du Royaume-Uni face au terrorisme. Mais voici tout d'abord, comme chaque semaine en quelques secondes, le bilan de cette journée. Au moins 70 soldats et civils égyptiens ont été tués dans des attaques de Daesh dans le Sinaï. Il s'agit d'un des plus gros revers subis par l'armée égyptienne sur son propre territoire. Décision historique de la Cour de cassation en France qui confirme l'inscription à l'état civil de bébés nés de mères porteuses à l'étranger. 150 musulmans tués dans des attaques quasi simultanées de plusieurs mosquées dans 3 villages du Nigeria. Les islamistes de Boko Haram estiment que l'islam qui est professé est dévoyé. L'ONU a déclaré son niveau d'urgence humanitaire le plus élevé pour le Yémen. 21,1 millions de Yéménites ont désormais besoin d'assistance humanitaire, soit 80% de la population. Inquiétude aux États-Unis après une série d'incendies dans des églises noires du pays depuis la tuerie de Charleston. Le FBI a été chargé d'enquêter sur l'origine des sinistres. Certains craignent la revanche de suprématistes. La situation en Grèce est chaotique, difficile d'y voir clair, mais on va tenter tout de même d'y parvenir avec Tom Dan, correspondant du Huffington Post pour les affaires internationales. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui a motivé le choix des électeurs grecs dans l'isoloir? La politique, la colère contre l'Europe, leurs soucis personnels? There's a lot of concerns and a lot of panic. The media here is blowing things out of proportion. Il y a beaucoup d'inquiétudes et même de panique. Les médias ici ont présenté les choses de manière très sensationnelle. Les gens de tous les côtés créent presque un sentiment d'apocalypse ici. On a vu des politiciens de droite faire circuler des rumeurs sur un manque de médicaments et de nourriture de base. Mais il faut le dire honnêtement, les gens ne manquent pas de médicaments. Et il n'y a pas d'enfants, pieds nus, affamés, qui courent dans les rues ici. Je dirais même que tout va bien. Vous savez, la photo d'un retraité en larmes devant une banque a ému le monde entier. Est-ce que le désespoir se voit dans les rues grecques? Les gens sont très stressés. Ça me rappelle beaucoup l'ambiance qu'il y avait en Israël pendant l'intifada. 5 ans de panique constante. Les gens sont inquiets tout le temps. Ils se demandent si leurs économies vont se transformer en une montagne d'argent de Monopoly. Et donc il y a beaucoup de stress concernant cela. Comment la Grèce en est-elle arrivée à cette situation? Les Grecs se demandent cela tout le temps. J'ai entendu tout un éventail de réponses. Par exemple, certains disent que c'est de la faute de l'ancien Premier ministre qui a emprunté la plupart de cet argent. Certains montrent du doigt le Parti socialiste, d'autres le Parti de la nouvelle démocratie. Mais en réalité, la majorité des Grecs pensent que la situation actuelle est la faute des deux partis. Et ils ont raison. But the majority are saying that both are to blame, and in reality that is true. You've had the socialists for many years. Vous aviez les socialistes qui ont toujours voulu promouvoir un secteur public très significatif, très lourd, et lorsque la droite a pris le pouvoir, eh bien les choses n'étaient pas bien mieux. You didn't see anything much better. You didn't see a lot of. You didn't see more. Il n'y avait pas plus de réformes importantes dans le secteur public. Au lieu de cela, ils ont préféré opter pour des solutions plus faciles, comme augmenter les impôts. C'était plus simple que d'avoir à prendre des décisions difficiles, même si c'est ce que le peuple attendait d'eux. Donc les Grecs ne sont pas satisfaits des deux partis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Thank you so much. Bonjour Daniel Sheikh. Merci beaucoup d'être avec nous, comme chaque semaine, ancien ambassadeur d'Israël en France. Daniel Zeri, bonjour. Je le disais dans les titres, la situation dans le Sinaï est très tendue avec ces 70 morts dans une attaque de Daesh contre l'armée égyptienne. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler ce qui s'est passé? Oui, alors ça a eu lieu mercredi, 70 morts comme vous l'avez dit, dont environ 17 soldats selon le dernier bilan, dans une série d'attaques simultanées qui a eu lieu dans le Sinaï contre 5 positions de l'armée égyptienne dans le Sinaï. Une attaque qui a été revendiquée, et je le
précise, par une filiale du groupe État islamique tout de même, qui a duré toute la journée, hein, cette attaque, puisque c'était une série. Et vraiment, on parle d'une ampleur sans précédent en Égypte, surtout qu'on est 2 ans après le renversement du dernier gouvernement. En parallèle à ça, il faut dire qu'il y a eu plusieurs attentats suicides en Égypte cette semaine. C'est vraiment toute la semaine qui a été sanglante. D'ailleurs, on l'a vu au Caire, une attaque à la bombe dans une voiture a coûté la vie au procureur général du pays. Donc aussi, ça a fait beaucoup de bruit. Donc c'est vraiment toute une semaine qui a été très sanglante, semaine chaotique en Égypte. Et par ailleurs, samedi, c'est Israël qui a été touché puisque un groupe affilié à l'État islamique a revendiqué l'attaque de 2 roquettes qui ont été lancés vers Israël samedi soir. Merci pour cette parfaite transition justement vers Israël. Daniel Sheikh, le Sinaï, c'est aux portes d'Israël, au sens propre du terme réellement, c'est à la frontière. L'attentat d'ailleurs a eu lieu pas très loin de la frontière israélienne. Est-ce que Jérusalem a de quoi être inquiète ? Oui, sans doute, parce que ce qui se passe au Sinaï depuis pas mal de temps déjà, ça mijote, on sait très bien qu'il y a des noyaux de l'islam radical, qu'ils soient affiliés à telle ou telle organisation, peu importe presque, qui se développe quasiment en toute liberté, même si il est clair que l'armée égyptienne, qui a été déjà touchée plusieurs fois dans le Sinaï, considère cela comme une terrible atteinte à son orgueil, à sa puissance. Maintenant, pourquoi l'Égypte ? Parce que l'Égypte, c'est vraiment la cible de choix de l'État islamique. Pourquoi ? C'est un très grand pays arabe, et ce sont les pays arabes qui sont la cible de l'État islamique, parce que les pays arabes qui sont considérés comme pas suffisamment fidèles à la charia. D'autant plus que le président Sisi est un ennemi de l'islam, des organisations islamiques. C'est de l'islam radical. Oui, de l'islam radical, bien sûr, mais même pour eux, l'islam radical, c'est le seul qui compte. Et donc, c'est en fait sans surprise que l'effort de l'État islamique se poursuit, s'amplifie dans le Sinaï. La chose intéressante pour Israël, ici, c'est aussi de regarder, pour nous, observateurs, la coopération entre l'Égypte et Israël pour combattre ces noyaux de l'islam radical dans le Sinaï. Alors comment s'illustre cette coopération ? D'abord, il y a un intérêt commun, c'est clair. Israël ne souhaite pas que cela commence à infiltrer la bande de Gaza, voire même le territoire israélien, comme Daniel vient de le rappeler. Et du côté égyptien, évidemment, les intérêts sont clairs. Alors ici, c'est un jeu très délicat, parce que l'intérêt, il est clair, une coopération militaire, renseignement, savoir-faire, tout ça sans problème. Mais pour le président Sisi, il faut le faire en discrétion, parce que d'une part, il a besoin d'Israël pour combattre l'État islamique, d'une autre part, il ne veut pas être considéré comme un allié d'Israël parce que cela amplifie encore la haine des islamistes contre lui. Donc c'est un jeu très délicat à jouer ici. Et on a vu Israël qui a autorisé d'ailleurs l'armée égyptienne à se déployer de manière plus importante dans le Sinaï. C'est exact, puisque selon les accords de Camp David, les accords de paix entre Israël et l'Égypte, la présence militaire égyptienne est très limitée dans le Sinaï, mais dans ce cas-là, clairement, et à juste titre, Israël a permis des élargissements. Encore une question sur Israël et sur l'État islamique. L'État islamique menace de déloger le Hamas dans la bande de Gaza, donc qui est également considéré pour l'État islamique comme pas assez musulman. Est-ce que si demain il y a une vraie menace de l'État islamique dans la bande de Gaza, on va voir Israël contraint de s'allier avec le Hamas pour empêcher l'État islamique d'arriver? C'est une hypothèse assez qui va loin que vous présentez ici. Cela veut dire une chose, c'est clair, c'est que malheureusement, il y a toujours plus radical que les actuels gouvernants. Israël avait le Fatah de Arafat, ne voulait pas coopérer avec lui, est venu le Hamas. Après le Hamas, les frères musulmans dans ces diverses formes, et aujourd'hui, nous avons les Al-Qaïda, les Daesh, l'État islamique, etc. Non, je ne les vois pas. On est loin d'une situation où ils vont prendre le contrôle de la bande de Gaza. On n'en est pas là du tout. Mais même des petits noyaux, même des petits noyaux, comme vous dites, et des tirs de roquettes de groupuscules qui ne
qui ne sont pas soumis à l'autorité du Hamas, ça devient un véritable danger. Comme quoi, il vaut mieux s'accommoder avec les dirigeants actuels que d'attendre ceux qui viendront après. Ça remet également en question la ligne de Netanyahou qui affirme que Hamas et Daesh, c'est la même chose. On ne va pas entrer dans ce débat. Oui. Une dernière question. Israël... Il vaut mieux qu'on n'arrive pas à une situation qui soit la même chose. En effet. Franchement. Israël a accusé le Hamas de soutenir logistiquement l'État islamique dans le Sinaï. Le Hamas a qualifié les accusations de propagande israélienne. Je crois que là, c'est essentiellement une guerre de communication, mais je ne connais pas les faits, je n'ai pas les données. Peut-être qu'il y a des coopérations ponctuelles. Vous savez, c'est un chaudron. La bande de Gaza, c'est tout petit, il y a des familles, il y a peut-être des contacts, mais stratégiquement, je ne vois aucune raison que le Hamas soutienne l'État islamique actuellement. Et vous confirmez qu'ils ont des intérêts très différents l'un et l'autre? Ils ont des intérêts différents parce que les uns veulent déloger les autres. Donc je ne vois pas l'intérêt de les aider à le faire. Et le Hamas qui a des ambitions purement palestiniennes, tandis que l'État islamique a des ambitions c'est juste, mais parmi les gens du Hamas, il y a aussi des gens avec une vision islamique plus large. Merci beaucoup, Daniel Sheikh, de ces explications et merci beaucoup, Daniel Ziri, d'avoir été avec nous. Les djihadistes de l'État islamique prépareraient de graves attentats contre le Royaume-Uni. C'est ce qu'a assuré David Cameron dans la foulée, vous le savez, des attaques en Tunisie, au cours desquelles 30 Britanniques ont été tués. Londres tente donc de se préparer contre toutes les éventualités. Avec nous pour en parler, le professeur Afzal Ashraf, ancien officier de l'armée britannique et spécialiste de l'antiterrorisme. Bonjour, merci d'être avec nous. It's a pleasure. Avec plaisir. 38 personnes ont été tuées dans les attaques en Tunisie et pourtant on n'a pas vu une importante couverture médiatique internationale. Est-ce que vous pensez que le monde est en train de s'habituer au terrorisme? Well, I think there is an interesting dimension, not so much getting used to it, but eh bien, je pense qu'il y a une dimension intéressante. Ce n'est pas vraiment qu'on s'y habitue, mais ce sont plutôt les différences de réaction de pays en pays et la manière dont le monde réagit aux attaques dans les différents pays. En Tunisie, 38 morts, dont 30 Britanniques. Le gouvernement a décidé de réagir d'une manière qui n'était pas trop médiatique. Mais on a eu 2 minutes de silence ici, hier. And we've seen that a far fewer number of people in Paris. C'est vrai qu'à Paris, après Charlie Hebdo, même si beaucoup moins de gens sont morts, les dirigeants du monde sont venus à Paris pour leur rendre hommage. Mais en Irak, en Afghanistan, en Afrique, plus de 30 personnes meurent tous les jours et les médias n'y accordent que très peu d'attention. Donc c'est intéressant de voir ces différences dans l'approche des médias. Sometimes hundreds of people are dying and very little coverage takes place. So it's very interesting how the story hits the world media at certain times. À quel genre de réaction contre l'État islamique on doit s'attendre de la part de Londres? Eh bien, le gouvernement britannique a déclaré que la réponse sera complète. On ne sait pas réellement ce que cela signifie, mais en général, ils utilisent des méthodes éducatives. Ils essayent de rendre les idées extrêmes moins accessibles au public, prendre des mesures sévères contre les extrémistes, les marginaliser. On a vu des jeunes Britanniques rejoindre Daesh, comme d'autres citoyens européens d'ailleurs, mais est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'envisager une nouvelle approche, qu'elle soit militaire ou autre, contre Daesh? Je pense que nous nous dirigeons vers cela. Je le dis depuis longtemps, le problème de Daesh ou de l'État islamique n'est pas pris assez au sérieux et on ne lui accorde pas la priorité qu'il mérite. Est-ce que la peur de Daesh a changé la société britannique? Eh bien, l'État islamique est un dilemme pour le Royaume-Uni. Il y a très peu de gens qui le comprennent vraiment. Beaucoup de gens pensent que c'est un problème communautaire. Ils voient ce problème principalement comme des cas particuliers de familles et de personnes comme John le djihadiste qui se sont radicalisés et partent en Syrie pour se battre. Leur perception est très locale. Ce qu'ils ne voient pas, c'est la menace que cela pose à la stabilité locale et régionale en Irak, en Syrie et au Moyen-Orient. Ils ne voient pas
l'impact à long terme que ce problème a sur la radicalisation et l'extrémisme dans le monde, que ce soit en Asie ou en Afrique. Ils ne se rendent pas non plus compte de l'impact humanitaire énorme de ce problème, qui a aussi des conséquences économiques, sociales et sécuritaires, puisqu'il y a un nombre sans précédent de gens déplacés. And social and security implications for Europe in years to come, with the largest displacement of people in recorded history. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Londres. It's a pleasure. Avec plaisir. Et c'était Le Monde de cette semaine, tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.